bienvenue à tous. Aborder le japonais, c'est vrai que ça peut sembler une montagne, surtout quand on vient comme nous des langues latines. L'écriture, notamment, ça impressionne. Oui, ça peut paraître complexe au premier abord. Justement, aujourd'hui, on va se concentrer sur la toute première étape qui est vraiment essentielle, les hiragana. On a trouvé des approches assez intéressantes qui proposent de les apprendre via quelque chose de très personnel, nos centres d'intérêt. Exactement. Les hiragana, c'est vraiment le socle. C'est l'écriture pour les mots japonais de base, la grammaire. Sans ça, on ne peut pas vraiment avancer. Et l'idée qu'on explore, c'est de rendre cet apprentissage moins scolaire, disons, plus naturel. Alors, une question qui vient tout de suite. Beaucoup de méthodes, de manuels introduisent les hiragana et les katakana en même temps. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire d'après ce qu'on a vu? D'après les sources consultées, il semblerait préférable de mettre les katakana de côté au tout début. Ah bon? Pourquoi? Parce que les katakana, en fait, ils servent principalement pour les mots qui viennent de l'étranger. Par exemple, computa pour ordinateur ou kohi pour café. D'accord. On les utilise aussi pour les onomatopées comme wan-wan, le waf-waf, et puis les noms étrangers, les noms d'entreprise. Donc, au niveau débutant, se focaliser uniquement sur les hiragana, ça évite une sorte de surcharge. Ça aide à pas se décourager trop vite. Oui, c'est logique de simplifier au démarrage. Mais alors, comment on s'y prend pour mémoriser ces hiragana? Ils sont quand même nombreux et certains se ressemblent un peu. Et c'est là que l'idée d'utiliser ces centres d'intérêt devient vraiment pertinente. Plutôt que d'apprendre des listes des tableaux un peu abstraits, l'idée c'est d'apprendre à écrire et à lire les noms de personnes qu'on admire, qu'on aime bien. Ah oui, hein, genre des célébrités, des artistes. C'est ça. Les sources donnent des exemples concrets. Imaginez vous aimez le foot, Nakata Hidetoshi, ou le cinéma, Sanada Hiroyuki, ou alors les mangas avec Toriyama Akira, Ou Miyazaki. Miyazaki Hayao, Exactement. Miyazaki Hayao. L'idée c'est qu'en apprenant ces noms qui nous parlent, eh bien on rencontre forcément plusieurs fois les mêmes hiragana. Ah, d'accord. Donc la répétition se fait naturellement en quelque sorte. Précisément, on voit le na dans Nakata, peut-être dans un autre nom plus tard. Le ya de Miyazaki, on le retrouvera ailleurs. Ça permet de mémoriser une bonne partie du syllabaire, donc l'ensemble des caractères, sans avoir l'impression de faire du par cœur pur et dur. C'est plus significatif. C'est une approche vraiment séduisante, je trouve. Et concrètement, comment on organise ça au quotidien? On apprend tous les noms d'un coup? Non, non, surtout pas. L'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement. Le premier jour, par exemple, on choisit 3 ou 4 noms. Vraiment ceux qui nous motivent le plus. On s'entraîne à les écrire, à les prononcer. Ok. Les jours suivants, on en ajoute 3 ou 4 autres, peut-être d'un domaine différent pour varier un peu les plaisirs et les caractères. L'objectif, c'est qu'au bout d'une semaine, en faisant ça un peu chaque jour, de manière active, c'est important, il faut écrire, lire, pas juste regarder. Oui, pas juste passivement. C'est ça. Au bout d'une semaine, une bonne partie des hiragana devrait commencer à rentrer. Les sources suggèrent même des exemples pour démarrer si on manque d'idées. En foot, Minamino Takumi. Au cinéma, Abe Hiroshi. En manga, Goto Kyoko. Juste les écrire 1 ou 2 fois par jour, ça peut suffire. C'est vrai que ça a l'air beaucoup moins rébarbatif que de copier des lignes de caractères. Et une fois qu'on commence à les reconnaître, ces formes, c'est quoi la prochaine étape pour que ça devienne vraiment utile? Pour lire, par exemple. Alors là, l'étape clé, c'est l'application immédiate. Dès qu'on reconnaît quelques hiragana, même juste une poignée, il faut essayer de lire des mots japonais très simples. Les sources donnent des exemples comme neko, qui veut dire chat, Neko, d'accord. ou mizu, l'eau. Le but, c'est de créer tout de suite cette connexion. Je vois le caractère, je reconnais le son, et idéalement, je pense au sens. Voir neko et que ça déclenche neko et l'image d'un chat. C'est ça qui ancre vraiment la mémoire. Je vois. Ça transforme la reconnaissance de symboles en un début de lecture réelle. Tout à fait. C'est ce qui rend l'apprentissage vivant. Donc, pour résumer un peu l'idée principale de cette approche, c'est que l'apprentissage des hiragana, qui peut faire peur, peut en fait devenir une activité plaisante et efficace si on la connecte à nos passions. Et une fois cette base maîtrisée, ça ouvre vraiment la porte à l'apprentissage plus large du japonais. Exactement. C'est une méthode qui, je trouve, va un peu au-delà de la simple technique d'écriture. Elle permet de créer un lien plus personnel, plus culturel aussi, avec le Japon, à travers des noms qui ont une signification pour nous. On construit une fondation solide, mais une fondation basée sur l'intérêt et le plaisir. C'est une belle perspective. Et ça amène une réflexion peut-être pour plus tard. Une fois qu'on maîtrise ces hiragana grâce aux noms propres,
comment est-ce que leur combinaison dans de vrais mots japonais, pas juste des noms, pourrait commencer à nous révéler des subtilités de la langue, peut-être des jeux de mots, ou des aspects culturels un peu cachés. C'est une piste à explorer une fois qu'on a ces bases. Une belle ouverture, en effet.